Bonjour à tous. Je reprends une partie de ma présentation sur l'EMG de conduction de la dernière réunion du club de l'EMG en octobre 2022 et je me limiterai dans ce résumé aux bases théoriques. L'examen de l'EMG est un examen neurophysiologique qui est divisé en deux temps. Un premier temps de stimulodétection, qui est l'étude de l'EMG de conduction, qui est l'étude en fait au sens strict des conductions nerveuses. Le principe, c'est d'appliquer une stimulation d'une intensité variable à un point donné sur un trajet nerveux moteur ou sensitif et à recueillir les fibres activées à un autre point et à calculer un certain nombre de paramètres. La deuxième partie, c'est l'EMG de détection à l'aiguille. C'est une étape où on effectue uniquement un enregistrement sans stimulation et il permet donc d'étudier l'organisation fonctionnelle du muscle. Le matériel utilisé, donc on a d'abord des stimulateurs. Les stimulateurs classiques sont des stimulateurs bipolaires, c'est-à-dire que vous avez sur le même stimulateur une électrode négative, en général matérialisée par la couleur noire et qui correspond à la cathode, et une électrode positive, en général rouge, et qui correspond à l'anode. Vous avez parfois besoin d'utiliser des électrodes dites monopolaires, c'est-à-dire que vous avez que la cathode sur cette électrode et puis l'anode ou l'électrode positive est, euh, est une électrode séparée qu'on va appliquer à un endroit plus loin que la cathode. En général, on utilise les électrodes monopolaires pour explorer des structures profondes, notamment au niveau du point d'arbre. Ces stimulateurs sont souvent reliés à des électrodes de stimulation. Donc là aussi, il existe plusieurs types. Vous avez des électrodes à tampons, en feutre, qu'on peut donc imbiber avec une solution saline et ça permet donc d'augmenter la transmission de la décharge électrique. Vous avez des électrodes anneaux, donc pour l'exploration au niveau des doigts, et vous avez des électrodes métalliques qui sont aussi largement utilisés, mais qui restent quand même peu confortables pour le patient. Alors, pour ces électrodes, vous distinguez ceux qui sont destinés à l'exploration chez l'adulte et dans lesquels vous avez une distance entre la cathode et l'anode d'environ 3 cm, et vous avez les petites électrodes de stimulation pédiatrique dans laquelle cette distance anode-cathode est uniquement de 1 cm. De la même manière, pour le jet de détection, on va utiliser différents types, enfin il existe différents types d'aiguilles, mais la plus utilisée, c'est une aiguille bipolaire, monofilaire, c'est-à-dire vous avez une seule aiguille avec deux électrodes, une électrode périphérique donc, qui correspond à l'anode et une électrode centrale qui correspond à la cathode ou l'électrode active. Là, l'aiguille est un outil donc de recueil, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de stimulation pour cette étape euh, de MG. Il faut savoir qu'il y a deux calibres différents d'aiguilles, les 0,3 mm et les 0,46 mm, et il faut surtout savoir que le volume exploré par l'aiguille est directement corrélé à ce diamètre ou à ce calibre. Donc, il est recommandé de toujours utiliser le même calibre d'aiguille pour entraîner son oreille et son œil à la sémiologie recueillie au moment de la détection. C'est-à-dire que si vous utilisez une aiguille de 0,46 mm, vous allez explorer un volume plus large et donc un nombre plus grand d'unités motrices et un plus grand nombre de fibres par unité motrice. Et donc vous avez un tracé normal d'une richesse donc, vous allez retenir le son et l'image d'un tracé normal. Si un jour vous changez et vous basculez sur des aiguilles de 0,3 mm, vous allez sur un muscle qui est tout à fait normal, explorer une zone plus restreinte, un nombre plus réduit d'unités motrices et de fibres musculaires, et donc vous risquez d'avoir une sémiologie plutôt pauvre qui vous fait un tracé neurogène alors que vous êtes sur un muscle qui est tout à fait normal. Vous avez juste changé votre aiguille en passant une aiguille plus fine. Alors,
Entre cette stimulation et ce recueil, ben, il y a l'appareil, l'amplificateur du signal, le vrai appareil EMG. C'est un amplificateur dit différentiel. Alors, c'est quelque chose de très important parce que recueillir un signal EMG, donc, vu la grandeur donc, de l'intensité du signal, on est obligé de l'amplifier déjà pour pouvoir le voir. Alors, idéalement, on doit être dans la situation A, c'est-à-dire enregistrer un potentiel très propre via l'électrode active de recueil et enregistrer une ligne de base sans sans aucun artefact sur l'électrode de référence et on va amplifier et l'EMG va faire une différence entre ce qu'il a recueilli à travers l'électrode active et l'électrode de référence pour avoir un signal. Sauf que ces deux électrodes, ils sont parasités par de multiples signaux provenant soit du patient, soit de l'environnement dans lequel l'examen est réalisé. Et donc, on a plusieurs artefacts, mais ces artefacts, ils sont enregistrés de la même manière au niveau de l'électrode active et l'électrode de référence. Et parce que justement cette amplification est différentielle, ça permet d'éliminer les signaux communs et d'avoir une différence qui est euh, un signal qui est bien extrait de ce bruit de fond. Bien évidemment, ceci a pour impératif le bon positionnement des électrodes de recueil parce que vous avez obligatoirement besoin d'avoir votre électrode de recueil sur un point actif, votre électrode active donc sur le point moteur, et votre électrode de référence, eh bien, elle doit être loin de ce point moteur. Autrement, vous allez enregistrer le même signal en actif et en référence et vous allez vous retrouver avec un signal différentiel qui est totalement effacé, totalement plat. Deuxième élément à prendre en considération, c'est celui du volume conducteur. Alors, ça veut dire que les différentes structures anatomiques que va traverser cette euh, stimulation électrique entre les électrodes de stimulation et les électrodes de recueil, et ben c'est un volume qui va conduire donc cette stimulation, mais en même temps, il va exercer une sorte de résistance sur cette stimulation et faire en sorte que les fréquences, et notamment les hautes fréquences, vont être réduites au fur et à mesure que la stimulation est transmise. Ces résistances peuvent devenir encore plus importantes si on a des facteurs extrinsèques, notamment la sueur, de la pâte conductrice qui peut diffuser entre les électrodes de recueil ou entre les électrodes de recueil et de stimulation, si le patient ou la patiente en général a appliqué des produits cosmétiques, des crèmes, des huiles, etc. Donc, il faut toujours veiller à ce que le patient soit bien préparé, la peau bien nettoyée avant de démarrer l'examen. L'appareil d'EMG comprend aussi des filtres, comme pour l'appareil d'EEG. Et donc, vous avez en général les filtres configurés par défaut sur la machine, c'est 2 Hz 5 et 5 kHz ou 5000 Hz. Le filtre passe-haut qui élimine les fréquences inférieures à 2 Hz, donc nettoie tout ce qui est oscillation lente, et c'est en général les signaux en rapport avec les impédances cutanées. Et il élimine aussi tout ce qui est supérieur à 5000 Hz, ce qui correspond donc aux ondes de haute fréquence des machines électriques ou des ondes radio, etc. Alors, vous voyez sur ce schéma extrait du livre du professeur Fournier que si on s'amuse à modifier ces filtres, que ça soit augmenter le filtre passe-haut, le filtre des basses fréquences, ou réduire le filtre passe-bas ou le filtre de haute fréquence, eh bien, progressivement, on réduit des hautes fréquences et donc on aplatit le signal et on peut aboutir à des signaux totalement déformés qui peuvent passer donc pour des baisses d'amplitude ou des potentiels de dispersion temporelle juste parce qu'on a modifié ces filtres. Et donc une règle essentielle pour tout usager de MG, c'est qu'il ne faut jamais toucher aux filtres. On va un peu plus dans les détails théoriques pour parler de comment est généré le signal. Alors, quand on stimule, là, on a l'exemple d'un nerf moteur. Quand on stimule, eh ben, cette stimulation va, si elle arrive au niveau du point
moteur, elle va entraîner une dépolarisation cellulaire, c'est-à-dire qu'on a une surface cellulaire qui va passer d'un état d'un signal positif à un signal négatif, et ce signal, cette décharge négative va être transmise de proche en proche dans les deux sens. Et nous, on va la recueillir au niveau, selon une transmission en général orthodromique, à un point plus distal sur un muscle. Alors, ce qu'on recueille sur le muscle pour les potentiels moteurs, ça n'est pas un potentiel nerveux moteur, mais c'est un potentiel musculaire composé, c'est-à-dire que c'est la sommation des différents potentiels musculaires des différentes fibres. Alors, comment les choses se passent? Une électrode de recueil enregistre un signal vers le haut quand elle capte un signal négatif. Donc, elle enregistre un potentiel ou une pente vers le haut quand elle recueille un signal négatif et vers le bas quand elle recueille un signal positif. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous avez votre stimulation au niveau donc, du point moteur, vous avez la diffusion de cette vague de dépolarisation vers les électrodes de recueil. Et donc, l'électrode de recueil, quand elle est exactement sur le point moteur, là où le nerf dépolarise la membrane de la fibre musculaire, et bien vous avez votre électrode de recueil active qui va enregistrer directement la naissance de cette dépolarisation, et donc elle va enregistrer directement un signal négatif vers le haut. Tandis que si vous avez votre électrode de recueil qui est un peu plus éloignée de ce point moteur, eh ben, elle va d'abord voir venir cette vague, et donc elle va d'abord recueillir le versant positif, et elle va enregistrer un signal positif avant d'entamer le signal ou le potentiel négatif vers le haut. Donc, si on veut détailler les choses, donc on a trois situations qui sont ici résumées. Vous avez la première situation, la situation A, donc qui correspond à un potentiel d'action, on va dire, idéal, avec une phase initiale vers le haut, une phase initiale négative vers le haut, et une phase secondaire positive vers le bas, puis un retour à l'état euh, donc, de repos. Alors, ce potentiel correspond à la situation électrophysiologique sur le schéma B, c'est-à-dire qu'on a le point moteur dans lequel l'influx nerveux, la stimulation euh, arrive, ou l'influx nerveux arrive, donc on a stimulé à un point donné, c'est transmis jusqu'au point moteur, et si mon électrode de recueil est exactement sur le point moteur, eh bien, elle va enregistrer d'emblée un signal négatif, et donc j'aurai d'emblée un potentiel vers le haut, euh, donc un potentiel négatif. Par la suite, cette décharge, elle va s'éloigner et cette même électrode de recueil va enregistrer un signal positif qui succède à ce quantum d'énergie et qui va donc s'éloigner progressivement jusqu'à ne plus être donc capté par la membrane de la fibre musculaire et qui va retrouver son état de repos. La deuxième partie ou la deuxième situation, c'est la situation C et D. Donc, vous avez un signal qui est d'abord vers le bas, donc d'abord positif, et puis un signal négatif vers le haut et un deuxième signal positif. Et cela correspond à la situation D, c'est-à-dire que vous avez une électrode de recueil qui est éloignée du point moteur. Et donc, vous stimulez, le signal arrive au niveau du point moteur, et donc vous avez cette vague de dépolarisation qui va être transmise, et cette vague de dépolarisation, donc cette décharge électrique négative, elle est encadrée par des décharges positives. Et donc votre électrode, elle reçoit d'abord un signal positif qu'elle enregistre sous forme de déflexion vers le bas, puis une fois à la phase 3, une fois la décharge négative sous cette électrode, donc on aura la pente vers le haut, et puis une deuxième fois, lorsque
cette dépolarisation va s'éloigner, eh ben, on aura une petite déflexion vers le bas positive avant de retourner à l'état de repos lorsque cette vague de dépolarisation s'est totalement éloignée donc de l'électrode. Troisième situation, c'est la situation, on va dire, extrême, quand vous avez une électrode de repos qui est très loin, une électrode de recueil plutôt active, qui est très loin du point moteur, qui est carrément sur le tendon. Et donc là aussi, vous avez d'abord une décharge positive qui est enregistrée sur une longue durée, une petite décharge négative parce qu'entre-temps, le volume conducteur a fait que le, le signal ou la stimulation électrique s'est atténuée, a perdu en intensité. Et donc, vous avez une petite déflexion vers le haut négative et un retour rapide à l'état de repos. Donc ça, c'est par rapport aux bases théoriques. Maintenant, donc des bases théoriques du fonctionnement de l'EMG. Maintenant, les principes des différentes étapes. Quand vous étudiez un EMG de conduction, eh bien, vous avez trois étapes essentielles. Vous avez la conduction motrice, vous avez la conduction sensitive et vous avez l'étude des conductions proximales. Alors, la conduction motrice, c'est une stimulation d'un nerf moteur et un enregistrement d'une réponse motrice. Donc, comme dit, ça n'est pas un potentiel du nerf moteur, mais c'est un potentiel musculaire. C'est très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir une atténuation des réponses motrices si on a une pathologie musculaire. Alors, pour essayer d'avoir des résultats standardisés et comparables entre différents euh, opérateurs, il faut se mettre d'accord sur les règles de stimulation. Première règle, c'est qu'il faut stimuler en supramaximal pour essayer de recruter un maximum de fibres nerveuses motrices recrutées. Donc, votre stimulation supramaximale pour un nerf moteur, elle est autour de 15 mm, 15 milliampères plutôt, sauf pour euh, certains nerfs, notamment le nerf spinal, pour lequel on se limite à de petites amplitudes autour de 6 milliampères. Donc, si on n'arrive pas à avoir une réponse maximale avec ce type de ces grandeurs de stimulation, c'est que on a toujours un problème de positionnement ou des électrodes de stimulation ou des électrodes de recueil. Il faut stimuler sur un muscle au repos. Euh, et il faut garder en tête que la quantité d'énergie qu'on transmet au nerf à travers cette stimulation, c'est en fait l'intensité multipliée par la durée. Et donc, une autre manière d'augmenter cette quantité d'énergie est d'élargir le choc en l'augmentant à 0,2 par exemple pour les muscles, pour les nerfs moteurs, parfois même jusqu'à 0,5, plutôt qu'augmenter l'intensité parce que les grosses fibres sont plus sensibles à la largeur de la stimulation plutôt qu'à son intensité. Il faut là aussi étudier à différents points, stimuler à différents points sur le trajet nerveux pour pouvoir faire des études segmentaires. Alors, pour le positionnement des électrodes de recueil, là, l'électrode active ou l'électrode noire doit être sur un point moteur, donc on peut détecter en faisant contracter le muscle et en repérant le point le plus saillant. Donc c'est sur ce point moteur qu'il faut poser son électrode de recueil. Sinon, si on la pose ailleurs, eh ben, on risque d'avoir justement une électrode de recueil qui est loin du point moteur et donc on va recueillir un signal qui a déjà été atténué par les résistances tissulaires. Et en même temps, on va enregistrer un signal qui démarre par la déflexion positive vers le bas, qui est signe qu'on n'est pas vraiment bien placé. Là, l'électrode de recueil, l'électrode de recueil référence est aussi importante à placer au bon endroit. Parce que justement, il faut être sur un point neutre. Si on est sur un point actif, eh ben, par le biais de cette amplification différentielle, on va avoir une atténuation, une fausse atténuation des amplitudes. Le positionnement donc, des électrodes de stimulation à différents points sur un nerf qui est accessible et superficiel. Sinon, ben, il va falloir appuyer.
Et il faut toujours orienter la cathode ou l'électrode noire vers les électrodes de recueil. Il ne faut pas les inverser. Si vous les inversez, eh ben, vous risquez de provoquer ce qu'on appelle un bloc anodal, c'est-à-dire mettre votre anode ou votre électrode positive entre l'endroit où vous appliquez la stimulation et l'endroit où vous êtes censé recueillir. Et donc, vous bloquez, vous augmentez une charge positive et vous bloquez la transmission de votre stimulation électrique. Quels sont les paramètres qu'on va mesurer dans un EMG, donc en conduction motrice? D'abord, les latences pour détecter des signes de ralentissement de la conduction. Donc, la latence, c'est en plaçant le curseur à l'endroit où vous démarre votre déflexion vers le haut, négative. On va enregistrer, on va calculer plutôt des vitesses de conduction motrice. Et ce sont des vitesses segmentaires, c'est-à-dire qu'il faut garder en tête que la vitesse que vous calculez, elle correspond à ce qui se passe entre deux points. Ça n'est pas la vitesse de tout le nerf. Et elle correspond aussi à la vitesse des fibres les plus rapides. Donc, si vous avez une polyneuropathie ou une neuropathie qui va d'abord toucher les petites fibres et qui va altérer ces petites fibres, eh ben, vous risquez de ne pas la détecter en EMG de conduction en vous basant sur les vitesses. Vous allez détecter les meilleures fibres en fait. On va calculer aussi les amplitudes en distal et en proximal. Et l'altération ou la baisse des amplitudes correspond à une réduction des fibres fonctionnelles. Et puis, on peut aussi étudier la durée du potentiel, ou parfois mieux, la surface du potentiel. Alors, cette détection ou cette étude étagée permet donc de localiser les lésions. Vous avez ici un exemple d'atteinte du cubital au coude, et donc vous avez une stimulation au niveau 1, au niveau du poignet, qui vous donne un potentiel donc d'une amplitude donnée. Vous stimulez en sous-coude et vous avez le même potentiel. Par contre, quand vous stimulez en sus-coude, vous avez une réduction de l'amplitude. Et donc, en continuant à faire ces études étagées, vous allez pouvoir localiser votre bloc de conduction entre le site de stimulation S3 et le site de stimulation S2. De la même manière, vous pouvez avoir un bloc de conduction beaucoup plus proximal au niveau plexique, par exemple, au niveau axillaire. Et à ce moment, vous aurez des amplitudes qui sont similaires au poignet, en sous-coude, en sus-coude, en axillaire, et vous aurez une altération au niveau du point d'arbre. Vous avez d'autres paramètres à étudier, notamment l'index de latence terminale qui permet donc de mettre en évidence un ralentissement, mais qui est uniquement ou qui est prédominant au niveau distal. Vous avez en même temps la possibilité de raisonner sur le ralentissement des vitesses pour parler d'une démyélisation segmentaire. Donc, la vitesse est surtout corrélée au phénomène de démyélisation, mais vous pouvez aussi avoir une baisse des vitesses en cas de perte axonale en fibre rapide. Alors, en gros, ce schéma résume la distribution donc, des vitesses selon les différents types de fibres. Et en général, les fibres nerveuses conduisent avec une vitesse variant de 36 à 60 mètres par seconde. Alors, si vous avez une neuropathie qui touche les axones, donc qui engendre une dégénérescence axonale pure, sans phénomène de démyélisation segmentaire, eh bien, vous aurez une baisse des vitesses de conduction, mais cette baisse des vitesses de conduction ne sera jamais inférieure à 36. Parce que si cette neuropathie axonale vous enlève toutes les axones, enfin toutes les fibres nerveuses, au minimum, il restera une fibre nerveuse qui conduit à 36 mètres par seconde. Donc, si on a des vitesses supérieures ou inférieures à 36 mètres par seconde, là, on est sûr que ça n'est pas uniquement suite à une dégénérescence axonale et qu'il y a forcément une démyélisation associée. On peut aussi avoir des ralentissements des vitesses dans les phénomènes donc, de réinnervation.
puisque les phénomènes de réinnervation correspondent en partie à une repousse axonale. Et cette repousse axonale euh, débouche sur des fibres de plus petit calibre qui sont moins bien myélinisées que les fibres euh, de départ. Et donc, forcément, leur vitesse de conduction est plus basse que les fibres d'origine, on va dire. Et puis la température est un autre paramètre à prendre en considération quand les vitesses sont ralenties. Comment on interprète les autres anomalies? La réduction des amplitudes. Alors, la réduction des amplitudes signifie donc soit une perte axonale, et donc une perte en unité motrice fonctionnelle, soit une atteinte de la jonction neuromusculaire ou l'atteinte myopathique, parce que là, on avait dit que ce sont des potentiels d'action musculaire composés, soit est en rapport avec un phénomène de dispersion, de bloc de conduction, euh, sachant qu'on peut avoir une dispersion physiologique qui ne dépasse pas 20% de l'amplitude. On peut aussi avoir des causes techniques de réduction des amplitudes si on stimule en sous-maximal, si on positionne mal les électrodes, notamment de recueil, et on les met trop proches l'une de l'autre, et donc on aura des phénomènes d'isosynchronie qui vont réduire l'amplitude, ou si on a un souci au niveau des électrodes de stimulation, bon là vous avez compris que c'est fait exprès, si on a un pont entre les deux qui fait que la stimulation, même si elle est forte, eh bien elle reste supramaximale au niveau du nerf. La réduction des amplitudes peut aussi se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir une amplitude distale qui est plus basse que l'amplitude proximale, et ça se voit soit s'il y a une erreur de stimulation, si on a stimulé sur un muscle qui est contracté, si on a des variations anatomiques, et on va voir quelques exemples, le plus classique est l'anastomose de Martin Gruber, ou l'anastomose médio-cubitale, dans laquelle on a des fibres nerveuses qui passent du médian vers le cubital au niveau de l'avant-bras. Et donc, si vous stimulez le, le cubital, vous avez un aspect de pseudobloc, vous avez donc une stimulation qui vous donne une réponse plus importante en distal par rapport à la stimulation en proximale. Et vous avez le contraire qui se passe sur le nerf médian. La deuxième variation anatomique qui peut donner justement ce rapport distal-proximal réduit, c'est le muscle long palmaire inversé. Donc, le muscle long palmaire, classiquement, est constitué d'une partie charnue musculaire proximale et d'une partie tendineuse distale. Chez une certaine proportion donc, de personnes, autour de 30 à 40%, on a un muscle qui est inversé, c'est-à-dire qu'on a la partie musculaire charnue qui est plus proximale et ça rend le nerf médian peu accessible et difficilement stimulé à cet endroit par rapport à la stimulation en distal. Alors, c'est aussi une cause de compression du nerf médian, notamment chez les sportifs qui finissent par hypertrophier ce muscle. Et bien sûr, c'est important à connaître et c'est très facile de le mettre en évidence. Il faut juste demander aux patients de fermer le poing et donc de plier le poignet pour voir qu'il y a un bombement au niveau, donc, en regard du poignet. C'est important, bien sûr, de le mettre en évidence parce que ça a des considérations chirurgicales si le patient doit se faire opérer pour un canal carpien. Même exemple, mais au niveau du membre inférieur, le nerf fibulaire profond accessoire. Alors, c'est un accessoire en fait à la branche superficielle. C'est une variante qu'on peut retrouver chez 40% des patients sur le plan anatomique, mais elle n'est pas toujours rapportée à l'EMG, donc elle est sous-diagnostiquée. Et donc, il y a certains éléments cliniques qui permettent déjà de la détecter, mais sinon, à l'EMG, l'élément le plus évocateur, c'est le fait d'avoir une stimulation, un potentiel donc réduit en distal et un potentiel plus important
à la stimulation donc au niveau du col du péroné. Et la différence, on peut aller la chercher en stimulant en rétro-malléolaire externe cette branche justement accessoire qui va innerver la partie restante et donc qui va combler en fait cette différence. Ça, c'était pour les conductions motrices. Pour les conductions sensitives, eh bien, on raisonne avec les mêmes principes. Maintenant, il y a certaines spécificités. Notamment, c'est une stimulation nerveuse avec un recueil sur le nerf. Donc, il n'y a pas d'amplification du potentiel en passant d'un potentiel de nerf à un potentiel musculaire composé. Donc, déjà, les potentiels de sensitifs sont des potentiels de faible amplitude et donc elles sont d'ailleurs en microvolts plutôt qu'en millivolts pour les potentiels moteurs. Et du fait de cette faible amplitude, ils peuvent être difficiles à identifier et difficiles à extraire du bruit de fond. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin pour les potentiels sensitifs de moyenner, de stimuler plusieurs fois et de traiter le signal. Il faut garder en tête que ces potentiels sensitifs sont la traduction donc de la stimulation seulement des grosses fibres. Et puis, il existe deux techniques. La technique orthodromique, donc, qui va stimuler dans le sens de la fibre, c'est-à-dire stimuler en distal, recueillir en proximal, et la technique antidromique qui va faire le contraire. Alors, en général, on stimule en orthodromique, mais chez certains EMGistes ou pour certains nerfs, on peut préférer une stimulation antidromique parce que le nerf en proximal est plus volumineux et donc on peut stimuler plus de fibres en étant proximal. Mais le prix à payer, c'est de stimuler des structures adjacentes et d'avoir des artefacts, notamment des artefacts moteurs dans les stimulations antidromiques. Alors, pour le positionnement des électrodes, donc, comme pour les moteurs, on va mettre les, les électrodes de stimulation sur le trajet nerveux et on va orienter la cathode vers l'endroit où on veut faire aller la stimulation. Et il faut là aussi bouger l'électrode de stimulation jusqu'à avoir une réponse avec un front raide. Donc le bruit de fond, il est contré par cette réjection des signaux communs, par le moyennage, qui va permettre donc de garder le signal, donc la superposition des signaux sensitifs. On est souvent amené à traiter davantage ce signal en éliminant l'artefact de stimulation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut obtenir en plaçant l'électrode terre entre la stimulation et le recueil. Et on peut aussi bouger l'électrode en gardant l'active au même endroit et en faisant une rotation euh, de l'électrode donc, euh, de l'anode, de l'électrode positive, jusqu'à obtenir une ligne de base plate. Et pour les stimulations antidromiques et pour réduire l'artefact moteur, on peut réduire l'intensité de stimulation puisque les fibres sensitives sont de plus gros calibre et donc ils ont un seuil de stimulation qui est plus bas que celui des fibres motrices. Et donc, il faut essayer de trouver un compromis ou une intensité de stimulation qui va permettre de dépolariser le maximum des fibres sensitives sans recruter des fibres motrices. Donc, les paramètres, c'est comme pour les conductions motrices, on calcule les amplitudes, les latences, les vitesses de conduction, mais il n'y a pas de possibilité pour les conductions sensitives de faire une étude étagée et de calculer donc les différentes vitesses pour la simple raison que les fibres sensitives deviennent très profondes et difficilement accessibles à ce type d'études. Alors, comment on interprète les anomalies? Réduction des amplitudes, ça peut être des blocs de conduction, une perte de fibres fonctionnelles, soit par bloc de conduction justement, par dégénérescence axonale. Les ralentissements des vitesses de conduction, il faut d'abord vérifier la température, les erreurs techniques, et si cette amplitude reste, ou si cette vitesse reste ralentie avec des amplitudes conservées, eh bien c'est un ralentissement vrai.
Bien sûr, on peut avoir des fausses altérations, que ce soit des amplitudes ou des vitesses, si la peau est mal préparée, si les électrodes sont mal placées ou si on a stimulé en sous-maximal. Dernier chapitre, celui des conductions proximales. Alors, deux types de conduction, deux types de signaux, on va dire, ou de réponses. L'onde F qui explore la voie motrice et le réflexe H qui est la traduction de l'arc réflexe avec une voie sensitive centripète et une voie motrice centrifuge. Alors, pour l'onde F, elle apparaît à fortes intensités. Elle est plutôt aléatoire. Elle a une forme et une latence variable. Et en général, quand on stimule, on le fait au moins pour 5 fois successives et on retient la plus précoce. Le réflexe H, il est plus constant. Il apparaît aux faibles intensités et disparaît aux fortes intensités par un phénomène de collision. C'est-à-dire que euh, quand on stimule à une faible intensité, eh bien, on n'active que les fibres sensitives qui vont donc conduire ce signal vers donc le motoneurone ou vers au niveau de l'arc réflexe. Et ce motoneurone, il va acheminer ce signal jusqu'au muscle où on va recueillir une réponse. Si on stimule à forte intensité, eh bien, on va activer en même temps les fibres sensitives et les fibres motrices. Et le temps que le signal ou l'influx nerveux fasse le circuit à travers l'arc réflexe, il va arriver sur des nerfs moteurs qui sont en phase réfractaire et donc la transmission du réflexe H sera bloquée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de distinguer l'onde F du réflexe.